Imaginez si vous pouviez investir dans un ETF SP500 ou dans un autre indice, mais qu'au lieu de recevoir autour de 2% de dividendes, vous seriez en mesure de recevoir à peu près 10%. En plus de ça, versé mensuellement, et tout ça en utilisant uniquement un ETF. Alors oui, le SP500 c'est très performant, mais on sait aussi que chaque pourcentage gagné en termes de performance, ça peut représenter des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros à long terme. Les ETF que je vais vous présenter aujourd'hui cumulent deux choses, l'investissement dans des indices et l'utilisation de produits dérivés qu'on appelle les options. Et alors que jusqu'à maintenant on avait deux sources de revenus pour gagner en bourse, à savoir les dividendes et les plus-values, on va pouvoir se créer une source de revenus supplémentaire pour potentiellement augmenter nos revenus. Donc ce mécanisme-là, il y a des ETF qui les utilisent, mais la bonne nouvelle, c'est que pour les personnes qui n'investissent pas dans les ETF, mais uniquement dans des actions, le mode de fonctionnement reste absolument identique. Bref, aujourd'hui, je vous parle des covered call ETF. Bon, on connaît tous les ETF, mais la partie covered call, ça correspond à quoi? Pour arriver à se créer cette source de revenus supplémentaires, on va utiliser les options, qui sont des produits dérivés. C'est des produits financiers qui ont été créés pour varier en fonction de ce qu'on appelle un sous-jacent. Alors le sous-jacent, ça peut être des matières premières, ça peut être des devises, ça peut être des obligations, ça peut être des actions ou bien même des indices. Et les mouvements que vous allez avoir sur ce qu'on appelle ces sous-jacents vont avoir un impact sur les produits dérivés. Aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur le produit dérivé qui nous intéresse, parce qu'il en existe plusieurs. On va parler uniquement des options. Déjà, il faut comprendre que c'est tout simplement un contrat entre un acheteur et un vendeur. L'acheteur du contrat sera l'acheteur d'options et le vendeur du contrat sera vendeur de l'option. Alors ce contrat, c'est tout simplement un droit, et je précise bien un droit, d'acheter ou de vendre le sous-jacent en question. En ce qui concerne le SP500 par exemple, ce sera donc le droit d'acheter ou de vendre le SP500 à un prix qui sera défini au début de l'option, qu'on appellera prix d'exercice, et ce contrat il va avoir une certaine durée. On est ici sur ce qu'on appelle des contrats optionnels. Ça veut dire que l'option elle va pouvoir se déclencher ou pas. Et c'est l'acheteur qui va décider en fonction des mouvements du sous-jacent s'il déclenche l'option ou pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire exercer mon option? Alors si je schématise, aujourd'hui le S&P 500 il est à 5000 points. Imaginons que je suis acheteur sur une option. La durée d'option elle est d'1 an et le prix d'exercice il est de 5200. Donc moi je suis acheteur de cette option et finalement le temps passe. Et on revient 6 mois après. Et il s'avère qu'à ce moment-là, le S&P 500 n'est plus à 5000 points mais à 5500 points. Moi à ce moment-là je veux acheter du S&P 500. J'ai le choix d'aller sur le marché et de payer mon S&P 500 à 5500 points ou d'exercer mon option. Au moment où j'ai acheté l'option, je m'étais mis d'accord avec un vendeur sur le fait que je serais en mesure d'acheter du S&P 500 à 5200 points. Donc grosso modo, je vais me pointer devant le vendeur en lui disant « Tu te souviens, on s'était mis d'accord sur le fait que je vais pouvoir acheter du S&P à 5200 points. Aujourd'hui, il est à 5500 points, c'est pas mon problème, tu te débrouilles, tu vas sur le marché acheter toi de ton côté du S&P 500 et tu vas me le vendre à 5200 points. » Et donc c'est uniquement l'acheteur qui va pouvoir déclencher ou pas cette option. Par contre, initialement, pour acheter cette option, j'ai dû payer au vendeur ce qu'on appelle une prime. Parce que oui, forcément, le vendeur, lui, il s'expose à un risque et forcément, en contrepartie de ce risque, il attend une rémunération. Maintenant, on va prendre un deuxième exemple pour que tu comprennes un petit peu mieux le fonctionnement des primes. On reste toujours sur un cas où le sous-jacent c'est le S&P 500 qui vaut aujourd'hui 5000 points. Je souhaite aujourd'hui acheter ce qu'on appelle une option d'achat, donc un call. Et donc pour ça, il va falloir que je regarde plusieurs choses. Déjà la durée de l'option. Plus la durée est importante, plus en théorie le vendeur s'expose à une incertitude importante et plus il demandera une rémunération importante au niveau de la prime. Maintenant, il va falloir que je détermine un prix d'exercice pour mon option. Donc dans ces cas-là, j'ai trois options possibles. Si le S&P est à 5000 points aujourd'hui, je pourrais acheter une option à l'achat sur un S&P qui vaut moins de 5000 points, une option à l'achat de prix d'exercice 5000 ou une option à l'achat avec un prix d'exercice supérieur à 5000. Et c'est indispensable de comprendre ces trois cas pour comprendre comment est-ce qu'on va gagner de l'argent avec les options. Imaginons que moi j'ai envie d'acheter ce qu'on appelle du coup un call avec un prix d'exercice à 4500 points. Ils savent très bien que si j'ai une option qui me permet d'acheter le S&P 500 à 4500 points, bon bah forcément pour compenser ça, on va devoir payer la différence entre le prix de marché et le prix d'exercice directement au niveau de la prime. Donc si mon prix d'exercice c'est 4500, que le S&P est à 5000 aujourd'hui, pour le vendeur forcément avec un prix d'exercice de 4500, il va forcément demander 500 à minima pour se protéger et pour remonter à 5000 et en plus de ça, il va y avoir un montant supplémentaire au niveau de la prime pour rémunérer son risque lié à l'incertitude. Donc la prime dans ce premier exemple, elle sera de 500 plus la rémunération du risque. Imaginons qu'on donne quelque chose comme 800. Donc en tant qu'acheteur, pour pouvoir acheter cette option, je vais devoir payer une prime de 800 au vendeur, ce qui veut dire que ce sera intéressant pour moi d'exercer l'option à partir du moment où le S&P 500 aura dépassé les 5300 points. Deuxième cas, même chose, mais cette fois-ci, le prix d'exercice sera de 5000, donc le prix de marché. Cette fois-ci, au niveau de la prime, il n'y a plus besoin de compenser la différence entre le prix de marché et le prix d'exercice, donc la prime nécessairement sera moins importante. Le vendeur demandera quand même dans ces cas-là une prime, liée au fait qu'il y a toujours un niveau d'incertitude, parce que si le marché commence à monter, à un moment donné, en tant qu'acheteur, je vais pouvoir exercer mon option. Le vendeur risque de se retrouver dans une situation défavorable. Donc pour ça, forcément, encore une fois, il demande une rémunération. Troisième cas possible, je
mets un prix d'exercice qui est au-dessus du prix de marché actuel, par exemple 5500 points. Dans ces cas-là, vu qu'on a un marché à 5000 points, la probabilité que le marché monte et dépasse les 5500 points est plus faible que si le prix d'exercice est de 5000, et donc encore une fois la prime sera un petit peu moins chère parce que le risque pour le vendeur est moindre. Bon, soyons clairs, c'est qu'une introduction aux options, c'est pas un cours sur les options, mais vous avez là tous les éléments qui permettent de comprendre comment gagner de l'argent grâce aux options, et surtout comment ces ETF un petit peu particuliers vont pouvoir cumuler investissement dans un indice et stratégie d'options. Donc maintenant qu'on a tous les outils qu'il nous faut, je vais pouvoir vous expliquer comment fonctionnent les covered call ETF. Je pense que vous l'avez compris, si j'ai insisté avec les primes, c'est pas pour rien. Ça va tout simplement être la troisième source de revenus qu'on va essayer d'utiliser pour potentiellement gonfler notre performance. Mais vous l'avez compris, c'est pas l'acheteur qui perçoit la prime, c'est le vendeur. Et donc oui, dans le cadre de ces ETF, on ne sera pas acheteur d'options d'achat, mais on sera vendeur d'options d'achat. Donc on sera ce qu'on appelle vendeur de call. Donc cette fois-ci, on va dire que je suis le gérant de l'ETF et que nous sommes investis dans du S&P 500. Et on va dire qu'aujourd'hui, je décide de vendre un call qui aura une durée de 1 mois, un prix d'exercice qui sera de 5500 points, sachant que le S&P est à 5000 points. Bon bah qu'est-ce qui peut se passer finalement sur un mois? Cette fois-ci, je suis le vendeur de l'option. Ça veut dire que j'ai donné potentiellement le droit à une contrepartie, c'est-à-dire à l'acheteur, d'acheter du S&P 500 au prix d'exercice de 5500 points. Forcément, si le marché baisse, l'acheteur va avoir la possibilité d'acheter du S&P moins cher, et donc l'acheter à 5500 points grâce à l'option, ça ne va pas l'intéresser, donc il ne va pas l'exercer. Clairement, c'est tout bénéf pour moi, parce qu'en tant que gestionnaire de l'ETF, dans tous les cas, je suis investi dans le S&P 500, donc forcément les baisses sur le S&P 500, ça fait partie du jeu, c'est pas nécessairement un problème. Par contre, j'aurais reçu la prime de l'acheteur. Et ça veut dire qu'en cas de baisse, ma performance va augmenter du montant de la prime. Sachant que ce mécanisme-là, il va relativement bien fonctionner aussi quand le marché est stable. Même chose, imaginons que sur un mois, le S&P cette fois-ci varie entre 5000 et 5050 par exemple. L'acheteur de l'option, il va pas déclencher son option parce que l'acheter à 5500, qui est le prix d'exercice de l'option, ça va pas l'intéresser, sachant qu'il peut aller sur le marché, l'acheter entre 5000 et 5050 points. Dans ce cas-là, pour moi, c'est tout bénef. Le marché n'a pas nécessairement bougé, mais moi, j'ai pu me créer une performance supplémentaire grâce à la perception des primes qui m'ont été versées par ces acheteurs. Prenons un dernier cas où cette fois-ci le S&P 500 passe de 5000 points à 6000 points. Alors cette fois-ci, je peux vous dire que clairement l'acheteur, il va exercer son option. Il a la possibilité d'aller sur le marché et d'acheter un S&P 500 à 6000 points ou d'exercer son option et de l'acheter à 5500 points. Alors ce serait une nouvelle absolument catastrophique pour moi si j'étais pas investi dans le S&P 500. Tout simplement parce qu'à partir du moment où il va exercer son option pour pouvoir acheter du S&P à 5500 points, moi je vais devoir aller sur le marché acheter du S&P à 6000 points et lui revendre à 5500 points. Et ça, clairement, c'est pas cool du tout. Mais nous, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Parce que notre ETF, il est investi dans le S&P 500. C'est-à-dire au départ de l'option, quand le S&P 500 valait 5000 points. J'étais déjà investi dans le S&P 500. Et j'ai profité de cette hausse du S&P 500 qui est passé de 5000 points à 6000 points. Je vais prendre mon S&P 500, qui vaut aujourd'hui 6000 points dans mon portefeuille, puisque j'ai profité de cette hausse. Et je vais lui revendre à 5500 points. Ce qui veut dire que dans un marché haussier, la performance maximale que je vais pouvoir avoir, elle sera équivalente à la différence entre mon prix d'exercice qui ici était de 5500 points et le prix du sous-jacent au départ de l'option qui était ici de 5000 points, plus la valeur de la prime. Si le marché va au-delà des 5500 points, je ne pourrai pas profiter de cette partie de la performance. Et peu importe qu'il aille à 6000 points, qu'il aille à 7000 points ou qu'il aille à 10 000 points. Parce qu'effectivement, si à la fin du mois on est à 6000 points, je vais devoir lui vendre mon S&P 500 à 5500 points. Mais moi, mon objectif reste d'être investi dans le S&P 500. C'est-à-dire que derrière, je vais devoir racheter le S&P 500 à 6000 points. Si le S&P 500 à la fin du mois valait 10 000 points, j'aurais quand même dû lui vendre à 5500 points et ensuite retourner sur le marché pour l'acheter à 10 000 points. Donc ça, c'est le fonctionnement des covered call ETF. Le principe en réalité, c'est de se créer un revenu supplémentaire, notamment en cas de marché baissier ou en cas de marché qui est stable, en contrepartie d'une performance qui sera limitée en cas de marché haussier. Et donc là, je suis sûr que vous vous posez la même question que moi. Est-ce que la perception des primes permet de compenser la perte qu'on a lors des marchés haussiers? Bon bah pour ça, je vous propose d'aller comparer un ETF S&P 500 à un ETF covered call S&P 500 et au passage, je vous ai rajouté un ETF qui fait des covered call sur le Nasdaq 100. Alors si on avait investi initialement 10 000 € sur les 3 ETF sur une période de 10 ans, c'est-à-dire entre 2014 et 2024, au terme de la période, on aurait 18 000 € sur l'ETF covered call S&P 500, 20 000 € sur l'ETF covered call Nasdaq 100 et 31 000 € sur l'ETF classique
S&P 500, pour une standard déviation qui est plus faible sur les ETF Covered Call. Et comme vous pouvez le voir sur le graphique, on se rend compte que quand les ETF S&P 500 performent bien, le Covered Call ETF S&P 500 performe toujours moins bien. Par contre, dans un contexte un petit peu plus compliqué, comme c'est le cas en 2022, le Covered Call S&P 500 baisse moins que le S&P 500, et c'est notamment dû aux primes reçues. 2020 est probablement un des pires scénarios possibles pour ce type d'ETF, parce qu'effectivement, lors d'une baisse qui est très rapide, il n'y aura pas nécessairement beaucoup de différence entre un ETF S&P 500 et un ETF Covered Call S&P 500. Par contre, dans le cas de 2020, où la montée a été extrêmement rapide derrière, on se rend compte ici que la perte liée à la hausse brutale du marché, elle coûte énormément d'argent sur un Covered Call ETF. Bon, en réalité, la sous-performance là qu'on est en train d'observer, elle est relativement logique. Parce que oui, je vous l'ai déjà dit dans une des premières phrases de la vidéo. Alors oui, le SP500 c'est très performant. On a beaucoup plus de périodes de hausse que de périodes de baisse ou que de périodes de stabilité. Parce que oui, en théorie, un ETF Covered Call ETF S&P 500 va pouvoir surperformer un S&P 500 en période de stabilité ou en période de baisse. Mais ces périodes, en réalité, même si elles arrivent, ça ne représente pas la majorité du marché. Et pour pouvoir surperformer le S&P 500, il faudrait être en mesure de timer ces périodes de baisse ou de stabilité. Or, on sait aujourd'hui qu'on n'est pas capable de le faire. Malheureusement, pour ça, il faudrait avoir une boule de cristal et je l'ai pas. On sait que les primes vont constituer un revenu supplémentaire, mais que pour avoir ce revenu supplémentaire, vous allez potentiellement devoir accepter une performance globale qui sera plus faible. Donc si vous voulez battre le SP500, c'est peut-être pas la meilleure solution du monde, mais par contre je pense que la vidéo que j'ai faite sur les ETF à effet de levier, elle va potentiellement pouvoir vous intéresser, donc je vous invite à aller la regarder. Bref, c'était Antoine, ça m'a fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, partager la vidéo, etc. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.